Bonjour les amis. Alors vous avez peut-être déjà remarqué que dans certaines de mes vidéos qui parlent de vélo et de science, j'illustre mes propos avec des graphiques, par exemple de vitesse de vélo en fonction de la distance ou de la puissance du cycliste en fonction du temps. Et donc ces graphiques sont obtenus à partir de simulations. Et certains parmi vous m'ont demandé comment je réalisais ces simulations. Donc ça va être l'objet de cette vidéo, c'est un peu un tuto de comment programmer une simulation en Python. Et on va se baser sur un exemple concret. On va simuler une épreuve de kilomètre départ arrêté sur piste. Alors simuler l'évolution d'un vélo, c'est appliquer les lois de la physique sur des valeurs qu'on aura choisies de caractéristiques du vélo, du cycliste et du terrain, afin de déterminer l'accélération, la vitesse et la position que prend le vélo au cours du temps. Ensuite, on pourra afficher les résultats sous forme de données de chiffres ou sous forme de graphiques. Donc, dans le principe, on part de valeurs initiales du temps, t0, de la vitesse v0 et de la position x0. Bon, en général, on choisit t0 égale 0 et x0 égale 0. Pour la vitesse, ça va dépendre. Ensuite, on détermine la force motrice Fm, qui dépend de ce qu'on choisit dans le simulé. Par exemple, un pédalage à puissance constante, etc. Ensuite, on détermine la force résistante Fr. Alors elle dépend de la vitesse et des caractéristiques du vélo et du terrain. À partir de là, on peut calculer l'accélération A, qui est égale à la force motrice moins la force résistante, divisée par la masse inertielle. C'est la deuxième loi de Newton. L'inertie des roues doit être prise en compte. Ensuite, on va considérer que sur une durée dt suffisamment courte, l'accélération n'a pas changé. On peut alors calculer la variation de vitesse dv pour cette durée dt. En effet, l'accélération A égale dv sur dt. Donc on aura dv égale a fois dt. On peut de même calculer la variation de position dx, car la vitesse moyenne sur la durée dt est dx sur dt. Et cette valeur moyenne de la vitesse vaut v0 plus dv sur 2. Donc on aura dx égale v0 plus dv sur 2 fois dt. On peut dès lors calculer les nouvelles valeurs t1 égale t0 plus dt, v1 égale v0 plus dv et x1 égale x0 plus dx. Arrivé là, on se retrouve avec des nouvelles valeurs de variables t, x et v, et on refait à nouveau les calculs pour retrouver les valeurs suivantes et ainsi de suite. On va prendre un cas concret pour montrer ce que ça donne en termes de code et au niveau des résultats et voir aussi l'intérêt de la simulation. Donc on va simuler un kilomètre départ arrêté. C'est une épreuve qui se court sur piste avec un pignon fixe et l'effort est maximal. Alors je vais écrire le code en Python, c'est le nom du langage de programmation. Si vous êtes plus familier d'un autre langage, il y aura juste une histoire de syntaxe à adapter. Et si vous n'avez jamais programmé, je vous propose de télécharger EduPython, ou voire même on peut aussi faire un code qu'on envoie en ligne sans avoir à installer de programme. Dans tous les cas, c'est gratuit et je vais mettre les liens en description. Alors on est donc dans l'éditeur d'EduPython. Donc c'est là qu'on va écrire le code. Alors on va commencer par ce qu'on a dit, t égale 0, x égale 0, v égale 0, donc mes trois variables qui commencent toutes à 0. Et puis je vais faire ma boucle while. Donc on reste dans cette boucle tant qu'on n'a pas atteint les 1000 mètres. Donc la condition, ça sera while x inférieur à 1000. Voilà, et donc là on va commencer à faire les calculs. Donc on va commencer par la force motrice. Alors comment on va calculer cette force motrice? Eh bien, il s'agit d'un cycliste qui démarre à une vitesse nulle, et sa vitesse va évoluer, et plus il va vite, moins il va pouvoir appuyer fort sur les pédales. Donc c'est l'objet des travaux de chercheurs du laboratoire interuniversitaire de biologie mécanique, messieurs Jean-Benoît Morin et Pierre Samozino,
ont montré que dans le cas d'un effort maximal, eh bien, on a un profil force-vitesse linéaire, c'est-à-dire que on démarre à une vitesse nulle avec une force maximale, puis la force diminue régulièrement jusqu'à s'annuler au moment où on a la vitesse maximale. Alors, on va utiliser ce modèle pour décrire le pédalage de notre cycliste. Donc, on va avoir une force motrice qui sera cette équation de droite, donc l'ordonnée à l'origine, F0, plus le coefficient directeur qui ici est négatif, donc moins coefficient directeur F0 sur V0, fois l'abscisse V. Donc on peut mettre F0 en facteur. L'expression de la force motrice, ça sera F0, facteur de 1 moins V sur V0. Donc il faudra rentrer ça comme ligne de calcul dans le programme, dans la boucle du programme. Donc on voit bien que la force motrice va dépendre de la vitesse qui va évoluer dans la boucle. Elle dépend de deux constantes, F0 et V0, qui sont caractéristiques de l'ensemble cycliste et vélo. Ça va dépendre notamment de la longueur des manivelles et du développement du vélo. Donc on va commencer par expliquer ce que c'est que V0. C'est la vitesse maximale quand on pédale à vide. Donc ça va dépendre du RPM max, les rotations par minute. Alors si c'est une rotation par minute, on va les diviser par 60 pour avoir des rotations par seconde. Et on va multiplier par le développement. Si bien qu'on peut dire que V0, c'est le développement fois le RPM max divisé par 60. Donc il faudra d'abord rentrer comme donnée le RPM max, puis et aussi le développement, et puis on calcule le V0 qui va intervenir dans ce calcul. Maintenant pour le F0, on va utiliser comme donnée la puissance maximale du cycliste, puisque la puissance, c'est le produit de la force fois la vitesse. Et donc on obtient une puissance max avec un profil linéaire comme ceci, quand on est à ce point de fonctionnement pour lequel on est à V0 sur 2 et à F0 sur 2. Dans ce cas-là, la puissance max qui correspond à cette surface-là s'écrirait F0 sur 2 fois V0 sur 2, c'est-à-dire F0 fois V0 sur 4. Donc on voit que le F0, ça serait Pmax fois 4 sur V0. Donc Pmax et RPM max, ce sont des données qu'on pourra obtenir avec un capteur de puissance. Et on fait le calcul pour obtenir ensuite le F0 et le V0 qui vont intervenir dans cette formule. Alors, en pratique, sur un effort d'une minute, avec la fatigue, cette droite va s'abaisser. C'est-à-dire que le V0 va diminuer, le F0 va diminuer aussi. C'est l'objet des travaux de recherche de M. Pierre Samozino en ce moment. Et donc ça va complexifier encore le modèle. Moi, je vais rester sur un exemple assez simple. Donc je vais prendre des valeurs constantes. Alors pour rester assez réaliste, au lieu de prendre des valeurs vraiment d'effort maximal sur quelques secondes, on peut prendre des valeurs de Pmax et de RPM max sur un effort d'une minute. Une valeur moyenne de puissance et de vitesse de rotation à vide sur des essais d'une minute. Donc la force motrice, on l'a vu, donc Fm égale F0 fois 1 moins V divisé par V0. Voilà, donc on voit que pour ce calcul, il faut quand même définir F0 et V0. Donc ça part des caractéristiques de mon cycliste RPM max. Bon, on va fixer RPM max à 200 tours par minute. C'est un cycliste de très haut niveau, on va dire, c'est pas moi là. Et puis un Pmax, allez, on envoie 1500 watts. Et donc à partir de là, on peut calculer le V0 qui est égal, comme on l'a vu, à RPM max fois le développement divisé par 60. Donc on voit qu'il faut quand même que je définisse mon développement aussi. Donc une caractéristique du vélo, le développement. On va partir sur 9 mètres.
Voilà. Et puis donc je vais calculer aussi donc le F0. On a vu qui est égal à 4 fois Pmax divisé par V0. Voilà, donc c'est important que cette ligne de calcul soit faite après avoir calculé V0, hein, puisque ça dépend du V0. Il faut que V0, sa valeur soit définie auparavant. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour calculer FM. On voit que FM va dépendre de la vitesse V, hein, qui au début est égale à 0 et qui va évoluer dans cette boucle. Donc FM va varier dans la boucle. Maintenant, le calcul de la force résistante, FR. Voyons maintenant comment on va calculer la force résistante. On va d'abord parler du cas général. Dans un cas général, on est dans une pente avec un angle alpha. Voilà mon cycliste. Et on n'a pas de chance, on a du vent en plus. Donc quelles vont être les forces qui s'opposent à l'avancement? Eh bien, le cycliste et le vélo, on a un ensemble roulant qui a un certain poids. Et donc ce poids, cette force-là, va pouvoir se décomposer en deux forces. Une qui sera parallèle au sol, on peut l'appeler F1, et une qui sera perpendiculaire au sol. On appellera F2. Donc la force parallèle au sol, elle va participer directement à la force résistante, hein, puisqu'elle est directement opposée au sens de déplacement du cycliste, tandis que la force perpendiculaire au sol sera une force pressante qui va participer à l'écrasement des pneus qui, eux, produisent une autre force de résistance au roulement. Alors ce triangle de force, on voit qu'il est le même que le triangle fait par la pente. Et donc cet angle alpha se retrouve ici. Si bien qu'on peut dire que F1 ici c'est le côté opposé, là où le poids est l'hypoténuse de ce triangle-là. On a un triangle rectangle comme ça. On a donc la relation que F1 est égal au poids fois sinus de l'angle alpha. Donc première force qui va participer à la force de résistance. La force pressante, elle, c'est le côté adjacent, donc ça sera le poids fois le cosinus de l'angle alpha. Et elle va créer une force de résistance au roulement qui sera proportionnelle à cette force, donc, et proportionnelle à un coefficient qu'on peut appeler CRR, qui dépend surtout des pneus, mais aussi d'ailleurs du revêtement du sol. Donc on va avoir dans un premier jet la force résistante qui sera égale à cette partie-là, poids fois sinus alpha, plus cette partie-là, poids fois cosinus alpha, fois le coefficient CRR. Ensuite, la force due au déplacement dans l'air. On va avoir une force qui va dépendre du vent apparent, vitesse du vélo plus vitesse de vent de face. Et cette force-là, elle se modélise assez correctement, même si ça reste qu'un modèle. Elle s'approche beaucoup, la force aérodynamique, de l'expression 1,5 fois ρr fois SCX fois la vitesse apparente, donc vitesse du vélo plus vent, au carré. Donc dans cette expression, là c'est la masse volumique de l'air. Ça explique pourquoi les records sont souvent tentés en altitude, là où l'air est moins dense. SCX, c'est un coefficient qui a la dimension d'une surface. La position aérodynamique permet de diminuer ce coefficient. Donc dans le cas général, en théorie, on va avoir finalement une force résistante qui sera égale au poids facteur de cos alpha fois CRR plus sinus alpha, tout ça plus 1,5 fois ρr fois SCX fois V plus vent au carré. Donc ça c'est la théorie. En pratique, cette partie-là,
n'est pas très grande. Le CRR, il n'est jamais connu de manière très précise, si bien que ça n'a pas de sens de prendre dans les pentes dans lesquelles on peut rouler, de prendre en compte le cosinus de l'angle, puisque ça sera assez proche de 1. Donc déjà, ça on va considérer que c'est comme si c'était CRR. Et pour la plupart des pentes inférieures à 10%, on peut avoir déjà une bonne approximation en disant que sinus alpha, c'est assez proche de la pente, c'est-à-dire de la variation d'altitude sur la variation horizontale, ce qui correspond à la pente. Donc quand vous ferez votre simulation, vous pourrez assez facilement calculer FR en disant que c'est le poids fois CRR plus la pente. Donc si vous avez une pente de 7%, ça fera 0,07 par exemple. Plus 1,5 fois ρR fois SCX fois V plus vent au carré. Le poids, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur qui vaut 9,81. M fois G. Alors, nous, dans le cas de notre exemple, on est sur un vélodrome, donc la pente est nulle et il n'y a pas de vent. Si bien que notre relation, ce sera FR égale poids fois CRR plus 1,5 fois ρR fois SCX fois V au carré. Donc voilà ce qu'on va rentrer comme ligne de calcul. Pour le poids, il faut avoir renseigné la masse de l'ensemble roulant, l'intensité de pesanteur, et puis ensuite le coefficient de résistance au roulement des pneus, la masse volumique de l'air et le SCX. Et donc on aura une force qui, elle aussi, dépendra de la vitesse, donc va varier pendant la boucle en cours de simulation. Donc on a vu FR qui est égal au poids fois le coefficient de résistance au roulement, plus un coefficient aéro qu'on va définir avant la boucle, fois la vitesse au carré. Alors au carré c'est puissance 2, et puissance en Python ça se fait avec 2 étoiles. Donc voilà, V au carré. Donc je vais devoir définir mon poids, donc pour ça il faut déjà rentrer la masse. On va partir sur un ensemble roulant de 90 kg. Et donc à partir de là, je vais calculer poids qui est égal à M fois 9,81. Donc CRR, pour des très bons pneus, on va mettre autour de 0,0025. Voilà. Et puis le coefficient aéro, il va dépendre du SCX. Donc on va partir sur 0,3. Et puis de la masse volumique de l'air, ρ, donc on va partir sur une masse volumique de 1,2 kg par mètre cube. C'est ce qu'on a à peu près en pleine. Voilà, et donc à partir de là, je vais pouvoir calculer mon coefficient C aéro qui est égal à 0,5 fois ρ fois SCX. Voilà. Donc maintenant, on passe à la partie classique, donc l'accélération. On calcule l'accélération, c'est la différence Fm moins Fr divisé par la masse inertielle. Alors, la masse inertielle... Alors, pour la masse inertielle, si on veut être précis, il faut prendre en compte le moment d'inertie des roues. Donc, ça consiste à rajouter une petite masse à la masse d'ensemble vélo plus cycliste. J'ai fait une vidéo qui explique ce qu'est le moment d'inertie des roues et comment le mesurer, et aussi comment calculer la masse équivalente dans le mouvement de translation. Je vais mettre le lien de cette vidéo en description. Alors pour faire court, en première approximation, on peut considérer que la masse à rajouter, ça sera la masse de l'ensemble des deux pneus et chambres à air, et la moitié de la masse des roues nues. Par exemple, si j'ai une paire de roues nues à 1,4 kg, je dois rajouter 700 grammes, et si j'ai une paire de pneus à 600 grammes, je dois rajouter encore 600 grammes, ce qui va faire un total de 1,3 kg à rajouter à ma masse totale vélo plus cycliste, pour ce qui est du calcul de l'accélération. Donc on va
prendre une masse inertielle, on va la mettre ici, la définir ici. C'est égal à m plus 1,3. Ça aussi, c'est un paramètre qu'on pourra affiner hein, selon le type de pneu, de roue. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on calcule les variations de vitesse. Hein, donc dv, c'est a fois dt. Et je vois que je n'ai pas encore défini mon intervalle de temps dt. Donc je vais mettre un dt de 1 seconde pour commencer. On va faire des calculs pour chaque seconde. Hein, on pourra éventuellement l'affiner après. Ensuite, on a dx qui est égal, on l'a vu, à v plus dv sur 2 fois dt. Voilà, donc on a nos variations de vitesse et de position. On peut maintenant réactualiser toutes les variables. Donc la valeur de t, ça sera l'ancienne valeur plus dt. Hein, en informatique, on met un égal ici, c'est une commande d'affectation, c'est-à-dire qu'on affecte à cette variable t le calcul qui est à droite du égal. Hein, donc c'est-à-dire la valeur actuelle de t plus une valeur. On fait le calcul et on réaffecte ça dans la variable t. Ce n'est pas une équation au sens mathématique. Donc pareil pour x, hein, donc c'est x plus la variation, hein, on réactualise la nouvelle valeur de x, et v égale v plus dv. Donc puisque x va augmenter petit à petit, il va finir par dépasser 1000, hein, et dès qu'il atteint ou dépasse 1000, on sort de cette boucle. Donc quand on sort de la boucle, on se remet à nouveau, au niveau tabulation, on se remet à nouveau de ce côté-là. Et donc là, dans un premier temps, on pourrait déjà afficher le résultat de la performance du cycliste, c'est-à-dire le temps réalisé sur les 1000 mètres. Hein, donc c'est ce qui est porté à la fin, quand on sort de la boucle, par la variable t. Donc pour afficher, je fais un print. Je vais mettre entre guillemets un petit commentaire pour dire ce que j'affiche. Donc temps égal. Et je mets virgule t. Donc là, ça va afficher la valeur de la variable t. Voilà. Donc bon, on va lancer pour voir si c'est bon. Ouais, j'ai pas mis un moins, j'ai mis une barre du bas, voilà. Donc voilà, ça fonctionne. Et là, j'ai un temps qui est affiché dans cette fenêtre, là, c'est 59 secondes. Donc là, c'est à la seconde près, puisque j'ai un dt de 1. Alors si je veux affiner, je mets 0,1, j'aurai un temps tous les dixièmes de seconde. Là, quand je relance, vous voyez, j'ai en réalité 59,1 dixièmes de seconde. Donc si on veut maintenant afficher un petit peu plus, voir par exemple l'évolution de la vitesse au cours du temps, je vais devoir faire une commande d'affichage. Donc je vais afficher en abscisse le temps et en ordonnée la vitesse. Et je vais afficher avec des points rouges, donc je mets point R. Donc cette commande-là, elle est dans une bibliothèque qu'il faut que j'appelle d'abord. Donc il faut que je fasse un import. Donc dans cette ligne-là, j'importe la bibliothèque matplotlib.pyplot. Donc ça, c'est une spécificité de Python. Dans un autre langage, ça sera d'autres façons pour faire l'affichage. Et pour montrer l'affichage, il faut que je fasse la commande plt.show. Donc là, si je lance ça, voilà, donc on a l'évolution de la vitesse, on démarre bien à 0, hein, et donc au fil du temps, on accélère, et on atteint une vitesse maximale ici, qui est un petit peu inférieure à 20 mètres par seconde. Hein, si je mets la flèche ici, on a l'affichage en bas à gauche, hein, on a 19,45 mètres par seconde. On pourrait aussi afficher la puissance, hein, donc pour ça, à ce moment-là, je calcule la puissance, hein, c'est le produit, donc on a vu, de la force, donc fois la vitesse, donc P égale Fm fois V. Si je veux l'afficher, donc en fonction du temps, la puissance, et puis je vais l'afficher en bleu pour la distinguer. Voilà, donc ça donnerait quoi? Voilà, donc ma puissance, hein, donc au démarrage, puisque la vitesse est nulle, la puissance est nulle, même si la force est maximale. Hein, et donc au fur et à mesure que ma vitesse augmente, je passe par une puissance maximale ici, qui doit donc qui doit être les 1500 watts, hein, que j'ai défini comme constante au départ, le Pmax.
Et puis on voit que cette puissance, elle est donc atteinte pour une vitesse qui correspond à V0 sur 2. Et puisqu'ensuite on dépasse cette vitesse, et ben on est dans une partie où la puissance est inférieure à Pmax. D'accord ? Et donc on peut peut-être changer ça en changeant le développement. Donc là on voit pour ce développement de 9 mètres, hein, on a cette performance-là, 59,1 secondes. Peut-être on pourrait, avec un développement un peu plus grand, qu'est-ce que ça donnerait ? Voilà, donc là peut-être qu'on démarre un petit peu plus lentement, le développement est plus long à emmener, mais on reste plus longtemps une puissance proche de la puissance maximale. Et donc là on a gagné 1/10 de seconde, on est à 59 secondes. Donc on voit déjà un premier aspect de la simulation, ça permet déjà de régler des paramètres au niveau matériel pour voir un petit peu quels seraient les réglages optimum pour faire la meilleure performance. Si par exemple je voulais afficher en fonction de la distance parcourue, je fais comme ça, et puisqu'on voit que ma vitesse V elle est toute ratatinée en bas, là je vais faire un artifice, je vais la multiplier par 100 pour qu'on puisse mieux la voir. Donc si je lance, donc voilà ma vitesse, on la voit bien mieux maintenant, hein, qui arrive, donc là il faut diviser par 100, donc on retrouve à peu près nos 20 mètres par seconde ici. Et donc là la puissance, mais cette fois-ci c'est affiché en fonction de la distance, donc on voit que on atteint la puissance max autour des 100 mètres à peu près, et donc la vitesse elle commence à stagner vraiment sur la fin, mais on est tout le temps en accélération quelque part, donc c'est un petit peu là la limite de mon modèle. En pratique je pense que la vitesse maximale est atteinte probablement dans la première partie du kilomètre. Et après, avec la fatigue, la puissance diminue plus que ça, et le cycliste essaie de maintenir une vitesse qui a tendance à diminuer un petit peu quand même dans la deuxième partie, probablement. Donc là, c'est un peu la limite de mon modèle. Il faut bien garder à l'esprit qu'une simulation ne fait que sortir des données calculées à partir de modèles avec des paramètres qu'on aura renseignés. Si on veut une simulation plus réaliste, il faut un modèle plus complexe avec plus de paramètres et plus de précision dans les données. Et on se heurte parfois d'ailleurs à l'état de l'art en ce qui concerne les modèles. Enfin, donc on va voir ce que j'ai déjà fait comme graphique, c'est qu'on voit l'évolution du parcours avec la distance au cours du temps, hein, en temps réel. Donc à ce moment-là, il faut faire une pause dans l'affichage des points. Donc je fais PLT.pause. Donc puisque là j'ai un intervalle de temps de 0,1 seconde, si je voulais le faire en temps réel, il faudrait que je passe à un PLT.pause de 0,1. Donc là si je veux l'accélérer un tout petit peu, je vais faire 0,05. Donc ça prend moins de temps de pause que ce que ça prend en réalité. Et donc là je fais un PLT.plot pour que le graphique soit déjà vu en entier. Qu'est-ce que ça va donner ce genre de... Donc voilà, donc on voit l'évolution de ma vitesse en rouge et de ma puissance en bleu. Donc en fonction de... ça se crée au cours du temps, et donc c'est en fonction de la distance. L'intérêt de la simulation, c'est de tester l'influence des paramètres sans avoir à le faire en réalité. Par exemple, on pourrait se demander quel gain de temps on obtiendrait en altitude en diminuant ρ. On pourrait prendre 1,1 ou 1,0 et tester. Ou encore, on peut choisir des pneus. Si on prend des pneus plus larges, ça diminue le CRR, mais ça augmente l'inertie et un peu aussi le SCX. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas ? Eh ben, on met dans la simulation les nouveaux paramètres et on peut tester. Un autre intérêt d'un point de vue scientifique, c'est de valider le modèle utilisé. Alors ça, c'est de la science numérique. C'est-à-dire que pour tester le modèle, on l'utilise dans une simulation et on compare avec la réalité. Et si la simulation est proche de la réalité, le modèle est correct. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des soucis pour appliquer le tuto, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Au revoir.